Installez-vous confortablement. Bienvenue à la lueur de la bougie. Ce soir, je vais vous raconter mon histoire de l'ami imaginaire de mon enfant qui connaissait des choses impossibles. Je m'appelle Camilla. Enfin, peu importe mon prénom. Ce qui compte, c'est ce que j'ai vécu, et je vais vous le raconter dans l'ordre, tel que ça s'est passé, parce que je crois que c'est la seule façon pour vous de comprendre à quel point tout ça a commencé de façon innocente, presque banale. Il y a 3 ans, mon mari et moi avons acheté une vieille bâtisse en pierre dans un petit village, avec un jardin un peu trop grand pour nous et des poutres apparentes qui craquaient la nuit comme le font toutes les vieilles maisons. On l'avait eue pour un prix qui nous avait paru presque trop beau. Le genre de prix qui aurait dû m'alerter avec le recul, mais à l'époque, j'étais surtout soulagée. On avait un enfant en bas âge, Léo, 4 ans à ce moment-là, des cheveux blonds toujours en bataille et cette énergie débordante des enfants de cet âge qui ne savent pas encore que le monde peut être fatigant. Mon mari voyageait beaucoup pour son travail, des semaines entières parfois, et je me retrouvais seule avec Léo dans cette grande maison silencieuse, ce qui, je dois l'avouer, ne m'avait jamais dérangée. J'aimais ce calme, j'aimais cette routine simple, le petit déjeuner, l'école, les devoirs, le bain, l'histoire du soir. J'étais heureuse, sincèrement. Je veux que vous compreniez ça avant la suite, parce que ce qui est venu ensuite a fini par recouvrir tout le reste, comme une tache d'encre qui s'étend sur du papier buvard. Ça a commencé un mercredi après-midi. Je m'en souviens très précisément parce que c'était le jour sans école, celui où on faisait toujours quelque chose ensemble, un jeu de société, une pâte à modeler, n'importe quoi. Ce jour-là, Léo avait disparu dans sa chambre pendant presque 1 heure, ce qui n'était pas dans ses habitudes, lui qui d'ordinaire me suivait partout dans la maison comme une ombre bavarde. Quand je suis montée voir ce qu'il faisait, je l'ai trouvé assis par terre, face à la penderie entr'ouverte, en train de parler. Doucement, avec ce ton posé qu'ont parfois les enfants quand ils racontent une histoire à un adulte imaginaire. Je me suis arrêtée dans l'embrasure de la porte, un peu attendrie, et je l'ai regardé faire ça pendant un moment sans qu'il me remarque. Puis je lui ai demandé à qui il parlait comme ça, et il m'a répondu, sans même se retourner, qu'il parlait à Anatole. Le prénom m'a un peu surprise, je dois dire. Ce n'était pas un prénom qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, encore moins dans le vocabulaire d'un enfant de 4 ans qui regardait des dessins animés avec des noms bien plus modernes. Je n'y ai pas prêté plus attention que ça sur le moment. Les enfants inventent des amis, c'est connu, c'est même plutôt bon signe pour leur développement. Du moins, c'est ce que j'avais lu quelque part. Alors j'ai souri, je lui ai demandé qui était cet Anatole, et Léo m'a expliqué avec un naturel désarmant qu'il habitait dans la penderie, qu'il était très vieux et qu'il connaissait plein de choses. Les semaines qui ont suivi, Anatole est devenu un habitant à part entière de notre quotidien. Léo lui gardait une place à table certains soirs, discrètement, sans même me le demander, juste en tirant une chaise supplémentaire. Il lui racontait sa journée avant de s'endormir. Il dessinait parfois des silhouettes allongées, des sortes de bonhommes filiformes avec de très longs bras, qu'il me montrait fièrement en me disant que c'était Anatole. Je trouvais ça mignon, un peu étrange peut-être, mais mignon. Ce n'est que progressivement, sur la durée, que quelque chose en moi a commencé à se tendre sans que je sache vraiment pourquoi. Un genre d'instinct sourd, de ceux qu'on n'écoute pas tout de suite parce qu'on n'a pas de mots pour les nommer. La première fois que quelque chose m'a vraiment troublée, c'était un soir où je bordais Léo. Il m'a demandé, presque distraitement, entre deux bâillements, pourquoi je ne parlais jamais de tante Suzanne. J'ai senti un frisson me traverser la nuque, parce que tante Suzanne, c'était la sœur de ma grand-mère, morte bien avant la naissance de Léo, morte avant même ma propre naissance à moi. Une femme dont on ne parlait presque jamais dans la famille, pour des raisons compliquées, de vieilles histoires de succession et de brouilles que je ne connaissais qu'à travers des bribes entendues enfant. J'ai demandé à Léo où il avait entendu ce nom, en essayant de garder une voix légère alors que mon cœur battait déjà un peu plus vite, et il m'a répondu, avec ce détachement propre aux enfants, qu'Anatole lui en avait parlé. Qu'Anatole disait que tante Suzanne avait beaucoup pleuré à la fin et qu'elle avait un anneau qu'elle n'enlevait jamais, même pour dormir. J'ai éteint la lumière ce soir-là avec une sensation étrange au creux du ventre, celle qu'on ressent quand quelque chose ne colle pas tout à fait avec la réalité qu'on connaît, sans qu'on puisse pointer exactement quoi. J'ai téléphoné à ma mère le lendemain, comme ça, mine de rien, pour lui demander si elle se souvenait d'un détail sur tante Suzanne, une bague peut-être. Ma mère a mis un temps avant de répondre et sa voix avait changé quand elle m'a confirmé que oui, tante Suzanne portait toujours une alliance qui n'était pas la sienne, celle d'un fiancé mort à la guerre qu'elle n'avait jamais retiré de son doigt jusqu'à sa mort. Ma mère m'a demandé comment je savais ça, je n'ai pas su quoi répondre. J'ai bredouillé quelque chose sur une vieille photo retrouvée et j'ai changé de sujet. Je me suis dit que Léo avait pu entendre cette histoire quelque part, chez mes parents peut-être, lors d'une visite, une conversation d'adulte captée à moitié et reconstituée dans son imagination avec ce prénom d'Anatole comme habillage.
C'est fou ce qu'on est prêt à croire pour ne pas avoir à envisager autre chose. Je m'y suis accrochée pendant un moment à cette explication rassurante, jusqu'à ce que d'autres détails viennent l'ébranler, un par un, comme des petits coups de burin sur un mur qu'on croyait solide. Les jours suivants, j'ai observé Léo avec une attention nouvelle, une attention que je n'aurais jamais cru nécessaire quelques semaines plus tôt. Je le regardais jouer, je l'écoutais parler tout seul dans sa chambre le soir avant de s'endormir, en essayant de saisir des bribes de ce dialogue à sens unique que je n'entendais qu'à moitié à travers la porte entr'ouverte. La plupart du temps, ça ressemblait à n'importe quel babillage d'enfants, des histoires de dinosaures, de camions de pompiers, de récréation à l'école. Mais parfois, au milieu de ce flot ordinaire, une phrase surgissait qui ne collait pas, qui sonnait faux, trop mûre, trop précise pour sortir de la bouche d'un enfant de 4 ans. Une intonation presque adulte, posée, qui contrastait violemment avec le reste de son discours enfantin, comme si pendant quelques secondes, quelqu'un d'autre parlait à travers lui, avant que sa voix normale ne reprenne le dessus aussitôt après. J'ai commencé à noter ces phrases dans un carnet que je gardais caché dans le tiroir de ma table de nuit, sans trop savoir ce que j'espérais en faire, juste avec ce besoin viscéral de garder une trace, comme si le fait de coucher ces mots sur le papier pouvait m'aider à comprendre, ou au moins à ne pas devenir folle. Relisant ce carnet aujourd'hui, je frissonne encore devant certaines lignes. Léo disant qu'Anatole n'aimait pas le bruit de la pluie parce que ça lui rappelait le jour où il était tombé malade. Léo disant qu'Anatole avait eu un petit chien avant, un chien noir avec une tache blanche sur l'oreille, mort lui aussi il y a très longtemps. Léo disant, un soir de pleine lune où je l'avais surpris debout dans le noir, que sa mère à lui, à Anatole, ne venait jamais le voir parce qu'elle avait trop honte de ce qui s'était passé. Ma belle-sœur est venue passer un week-end chez nous à cette période et j'ai profité de sa présence pour tester quelque chose, presque malgré moi, avec cette angoisse un peu honteuse de vérifier une intuition que je n'osais pas encore nommer clairement. Je l'ai laissé seul un moment avec Léo dans le salon, pendant que je préparais le repas dans la cuisine attenante, la porte entr'ouverte pour pouvoir écouter sans être vue. Ma belle-sœur, qui ne savait rien de toute cette histoire, a demandé innocemment à Léo s'il avait des amis à l'école. Léo lui a répondu que oui, plusieurs, en citant des prénoms que je connaissais bien, ses camarades de classe habituels. Puis, sans qu'on lui pose la question, il a ajouté qu'il avait aussi un ami à la maison, Anatole, qui savait toujours quand les gens allaient mourir. Ma belle-sœur a ri, un peu gênée, pensant à une private joke entre nous et a changé de sujet. Moi, dans la cuisine, j'ai dû me tenir au plan de travail tant mes jambes tremblaient soudainement. Cette phrase m'a hantée pendant des jours. Je me suis surprise à observer chaque membre de ma famille avec une inquiétude nouvelle, guettant le moindre signe de maladie, la moindre fatigue suspecte, comme si Léo, ou plutôt ceux qui parlaient à travers lui, pouvaient à tout moment laisser tomber une prédiction terrible sur l'un de nous. Je n'ai heureusement jamais eu à vérifier concrètement cette annonce macabre, mais le simple fait qu'elle ait été prononcée avec cette tranquillité effrayante propre aux enfants qui répètent sans comprendre a suffi à installer en moi une peur sourde et permanente, celle de ne plus jamais pouvoir regarder mon fils sans me demander qui, exactement, se cachait derrière ses yeux à cet instant précis. Il y a eu cet après-midi où Léo m'a annoncé, en jouant avec ses petites voitures sur le tapis du salon, que papa allait rentrer plus tôt que prévu parce que sa réunion à Lyon était annulée. Mon mari devait rentrer le vendredi soir, comme d'habitude, après une semaine de déplacement. Léo a dit ça sans y accorder plus d'importance qu'à n'importe quelle autre information du quotidien entre deux vroom-vroom. Le mercredi soir, mon mari m'a appelé pour m'annoncer justement que sa réunion du lendemain à Lyon venait d'être annulée et qu'il rentrerait un jour plus tôt. J'ai raccroché le téléphone, les mains un peu tremblantes, en me répétant que ce n'était qu'une coïncidence, que les enfants disent parfois des choses au hasard qui finissent par se réaliser, que la loi des grands nombres jouait forcément quelque part là-dedans. Mais les coïncidences, à un moment, cessent d'en être. Il y a eu ce jour où Léo m'a demandé si j'avais retrouvé les clés que j'avais perdues, alors que je n'avais jamais mentionné devant lui avoir perdu quoi que ce soit. J'avais effectivement égaré un trousseau de clés depuis presque 2 semaines, sans en parler à personne, en espérant simplement remettre la main dessus par hasard un jour, agacé mais sans plus. Léo m'a dit, très calmement, qu'Anatole savait où elles étaient, qu'elles étaient tombées derrière le radiateur du couloir. Je me souviens être resté figé un instant, la cuillère de compote suspendue dans les airs, avant de me lever, presque malgré moi, pour aller vérifier derrière ce fichu radiateur. Les clés étaient là. Coincées dans la poussière, entre le mur et le tuyau, exactement là où je n'avais jamais pensé chercher, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée dans le noir à côté de mon mari qui ronflait doucement, l'esprit en ébullition, cherchant désespérément une explication rationnelle qui ne venait pas. J'ai fini par me convaincre que j'avais peut-être moi-même laissé tomber les clés à cet endroit sans m'en souvenir, que Léo avait pu me voir faire sans que je le remarque, que les enfants sont beaucoup plus observateurs qu'on ne le croit.
Ce genre d'explication qu'on construit avec de la ficelle et du scotch, juste assez solide pour tenir une nuit, avant de s'effondrer au petit matin sous le poids d'un nouveau détail. Et les détails, justement, ont continué à s'accumuler. C'est là que les choses ont commencé à changer d'ambiance, à devenir moins étranges et plus franchement inquiétantes. Léo a commencé à se réveiller la nuit, pas en pleurant, ce qui aurait presque été rassurant, mais en marchant. Je le retrouvais debout devant la fenêtre de sa chambre, immobile, le regard fixé sur le jardin plongé dans l'obscurité, et quand je lui demandais ce qu'il faisait là, il me répondait qu'Anatole voulait lui montrer quelque chose dehors. Je le ramenais dans son lit à chaque fois, le cœur battant, en essayant de garder une voix douce et posée pour ne pas l'effrayer, alors que c'était moi, au fond, qui commençais à avoir peur. L'ambiance de la maison a changé aussi, de façon plus diffuse, plus difficile à nommer. Il y avait des courants d'air froid dans le couloir du premier étage, à des endroits précis, toujours les mêmes, comme des poches d'air qui n'avaient rien à faire là. Je passais devant la penderie de Léo, celle où il disait qu'Anatole habitait, et je sentais systématiquement une baisse de température, un frisson qui remontait le long de mes bras, même en plein été, alors que les fenêtres étaient fermées et qu'aucune explication logique ne pouvait justifier ce froid localisé. J'ai vérifié les joints des fenêtres, l'isolation, j'ai même fait venir un professionnel pour inspecter les combles au-dessus, en prétextant vouloir refaire l'isolation thermique. Il n'a rien trouvé d'anormal, rien à part une vieille maison qui vieillissait normalement, m'a-t-il dit avec un sourire poli, avant de repartir en me laissant seule avec mon inquiétude grandissante. Un soir, alors que je bordais Léo, il m'a regardé avec une gravité inhabituelle pour un enfant de son âge, et il m'a dit qu'Anatole n'aimait pas quand je fermais la porte de la penderie, que ça le mettait en colère. Je lui ai demandé pourquoi, en essayant de garder un ton léger, et Léo m'a répondu qu'Anatole disait qu'il avait été enfermé longtemps, qu'il n'aimait plus les portes fermées depuis. Il a dit ça avec une innocence totale, comme s'il répétait une phrase entendue sans vraiment la comprendre, et c'est peut-être ça qui m'a le plus glacée. Cette absence complète de peur chez lui, alors que moi, à cet instant précis, je sentais la peur s'installer profondément dans mon ventre, comme une pierre froide. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à laisser la porte de la penderie ouverte en permanence, chaque soir, malgré mon envie irrépressible de faire l'inverse, de tout verrouiller, de sceller cette pièce comme on scelle une tombe. Je me disais que céder à cette exigence, aussi absurde et effrayante soit-elle, valait mieux que de provoquer une colère dont j'ignorais totalement la forme qu'elle pourrait prendre. Les nuits où j'oubliais, par fatigue ou par distraction, je le payais systématiquement de la pire des façons. Des bruits sourds dans le mur mitoyen à la chambre de Léo, des coups espacés, réguliers, presque méthodiques, qui résonnaient dans toute la maison et qui ne cessaient que lorsque je me relevais en pleine nuit pour aller rouvrir cette maudite porte. Mon mari, les rares fois où il était présent pour l'entendre, mettait ça sur le compte des tuyaux de chauffage, du bois qui travaillait avec les écarts de température. Je le laissais croire ce qu'il voulait croire. Je n'avais pas le courage, à l'époque, de partager avec lui le poids de ce que je commençais à comprendre, de peur qu'il pense que je perdais pied, que la fatigue et la solitude de ces semaines seules avec Léo m'avaient fait perdre le sens des réalités. Il y a eu aussi cette histoire de dessin qui m'a hanté longtemps. Léo avait pris l'habitude de dessiner presque tous les jours des feuilles entières couvertes de bonhommes filiformes, de maisons de travers, de soleils souriants comme en dessinent tous les enfants de son âge. Mais un après-midi, en rangeant sa chambre, je suis tombée sur une feuille différente des autres, glissée sous son lit, comme cachée volontairement. Elle représentait une pièce que je n'ai pas immédiatement reconnue, avec des lignes plus appuyées, plus tremblées que les dessins habituels de Léo, presque comme si une autre main, moins assurée, moins habituée au geste, avait guidé la sienne. Au centre de la feuille, une petite silhouette allongée par terre, immobile, entourée de traits rouges épais qui débordaient largement des contours du corps. En bas de la feuille, en lettres capitales maladroites, un mot que Léo, à 4 ans, ne savait pourtant pas encore écrire correctement ailleurs que dans ce dessin précis. Escalier. J'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire de la maison. Je me suis rendue à la mairie du village sous prétexte de vouloir connaître l'historique du bâtiment pour une démarche administrative que j'ai inventée sur le moment. La femme qui m'a reçue, une employée municipale d'un certain âge, qui connaissait visiblement le village depuis toujours, a eu un regard un peu particulier quand je lui ai donné l'adresse. Elle m'a dit que cette maison avait beaucoup changé de propriétaire au fil des décennies, plus que la moyenne des maisons du village, et que la dernière famille avant nous n'était restée que 8 mois avant de revendre précipitamment. Elle n'a pas voulu m'en dire davantage, prétextant ne pas connaître les détails, mais son ton et la façon dont elle évitait mon regard m'ont convaincu qu'elle en savait plus qu'elle ne voulait bien l'admettre. J'ai fini par retrouver, dans les archives locales numérisées, un fait divers vieux d'une 60aine d'années concernant notre maison.
Un enfant, un petit garçon, était mort dans cette maison dans des circonstances que l'article très pudique et daté ne détaillait pas clairement, évoquant simplement un accident domestique tragique. Le prénom de l'enfant dans cet article jauni que j'ai lu et relu sur l'écran de la bibliothèque municipale, glacé, incapable de bouger, était Anatole. Je suis rentrée chez moi ce jour-là dans un état second, incapable de dire à mon mari ce que je venais d'apprendre parce que je ne savais même pas comment formuler ça sans avoir l'air complètement folle. J'ai observé Léo différemment ce soir-là, avec un mélange de tendresse et de terreur pure, en me demandant ce qui, exactement, partageait nos soirées depuis des mois dans cette maison. Un enfant mort depuis 60 ans, resté prisonnier de ses murs, qui avait trouvé dans mon fils une oreille disponible, un réceptacle innocent pour tout ce qu'il n'avait jamais pu dire ni faire de son vivant. Les nuits suivantes, je ne dormais quasiment plus. Je restais éveillée, guettant chaque bruit, chaque craquement, en essayant de faire la part entre les vieilles poutres qui travaillent naturellement et quelque chose d'autre, quelque chose de plus organisé, de plus intentionnel. Il y a eu cette nuit, je m'en souviens comme si c'était hier, où je me suis réveillée en sursaut avec la certitude absolue que quelqu'un se trouvait dans ma chambre. Je n'ai rien vu, l'obscurité était totale, mais j'ai senti un poids sur le matelas, du côté vide du lit puisque mon mari était en déplacement cette semaine-là, comme si quelqu'un venait de s'asseoir juste à côté de moi. J'ai entendu ou cru entendre une respiration légère, irrégulière, celle d'un enfant essoufflé après avoir couru. Je suis restée totalement immobile, paralysée par une terreur que je n'avais jamais connue jusque-là, incapable même de tendre le bras vers l'interrupteur de la lampe de chevet pendant ce qui m'a paru des heures, mais qui n'a probablement duré que quelques secondes. Puis le poids a disparu du matelas, aussi soudainement qu'il était apparu, et j'ai entendu, distinctement cette fois, des petits pas s'éloigner vers le couloir, vers la chambre de Léo. Je me suis précipitée hors du lit, le cœur battant à tout rompre, et j'ai couru vers la chambre de mon fils. Il dormait profondément, paisible, un sourire léger flottant sur son visage, comme si de rien n'était. J'ai passé le reste de la nuit assise dans le fauteuil de sa chambre à le surveiller, incapable de fermer l'œil, tandis que le froid familier s'installait progressivement dans la pièce malgré le chauffage allumé. Je me souviens avoir fixé la penderie entr'ouverte pendant des heures cette nuit-là, guettant le moindre mouvement dans l'obscurité de cette ouverture noire, avec la sensation absurde et pourtant tenace que quelque chose de l'autre côté me regardait tout autant que je le regardais. À un moment, vers 4 heures du matin, je crois, j'ai eu la certitude que l'obscurité à l'intérieur de la penderie était plus dense que le reste de la pièce, plus épaisse, comme un liquide noir qui aurait refusé de se mélanger à l'air ambiant. J'ai fixé ce point sombre jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, refusant de cligner, refusant de détourner le regard, avec cette conviction irrationnelle que la moindre seconde d'inattention de ma part pourrait laisser passer quelque chose. Rien n'est sorti de cette penderie cette nuit-là, pas physiquement en tout cas, mais j'ai entendu à intervalles réguliers un très léger raclement, comme des ongles longs qu'on traînerait doucement sur la tranche d'une planche de bois, un son minuscule et pourtant parfaitement audible dans le silence total de la maison endormie. Chaque fois que ce raclement se faisait entendre, je sentais Léo bouger légèrement dans son sommeil, un frémissement des paupières, un petit soupir, comme s'il répondait, même endormi, à cet appel que moi seul ne pouvais pas totalement comprendre. Au petit matin, épuisé par cette veille interminable, j'ai profité du sommeil encore profond de Léo pour descendre à la cuisine et m'effondrer littéralement sur une chaise, la tête entre les mains, à essayer de rassembler mes pensées. C'est à ce moment précis, je crois, que j'ai cessé de chercher des excuses rationnelles à ce qui se passait chez nous. Ce n'était plus une question de courant d'air mal isolé, de coïncidence statistique ou d'imagination débordante d'un enfant de 4 ans. Quelque chose de réel, de conscient, de terriblement ancien partageait notre maison, et ce quelque chose s'intéressait à mon fils d'une façon qui dépassait largement la simple curiosité amicale d'un enfant fantôme cherchant de la compagnie. Le lendemain matin, épuisé, les nerfs à vif, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je ne pouvais plus me contenter d'observer, de subir, de me raccrocher à des explications rationnelles qui ne tenaient plus depuis longtemps. J'ai commencé ce jour-là à parler directement à Léo, non plus en essayant de minimiser ou de détourner la conversation, mais en l'interrogeant vraiment, avec le plus grand sérieux, sur ce qu'Anatole lui disait, sur ce qu'il ressentait quand il était avec lui. Ce que Léo m'a raconté ce jour-là m'a glacé le sang plus que tout le reste réuni. Il m'a dit qu'Anatole était triste parce que personne ne venait jamais le chercher, qu'il attendait depuis très longtemps que quelqu'un vienne le sortir de la penderie et qu'il commençait à penser que Léo pourrait peut-être rester avec lui pour toujours, comme ça il ne serait plus jamais seul. Il a dit ça avec une simplicité désarmante, sans percevoir la moindre once de danger dans ses mots, alors que moi, assise en face de mon fils de 4 ans, je sentais mon sang se glacer littéralement dans mes veines.
J'ai compris à cet instant précis que ce qui se cachait dans cette maison ne cherchait pas simplement de la compagnie, il cherchait à garder mon fils, à le retenir avec lui dans cette solitude figée depuis 60 ans. Je n'ai pas attendu le retour de mon mari pour agir. J'ai appelé ma mère ce soir-là, en larmes, incapable de contenir plus longtemps tout ce que je gardais en moi depuis des semaines. Elle m'a écoutée sans m'interrompre, ce qui, avec le recul, m'a surprise, elle qui d'ordinaire aurait balayé ce genre d'histoire d'un revers de main rationnel. Elle m'a dit d'une voix étrangement calme qu'elle connaissait quelqu'un, une femme du village voisin, qui s'occupait de ce genre de situation sans jamais utiliser de mots plus précis que cela, comme si prononcer certains termes pouvait donner encore plus de poids à ce qui se passait chez moi. Cette femme est venue chez nous 3 jours plus tard, un après-midi gris de novembre. Une femme d'une soixantaine d'années, au visage buriné mais aux yeux d'une douceur inattendue, qui a fait le tour de la maison en silence pendant près d'1 heure, s'arrêtant longuement devant la penderie de la chambre de Léo, la main posée sur le bois froid de la porte, les yeux fermés. Elle m'a dit ensuite, avec une certitude tranquille qui ne laissait aucune place au doute, qu'il y avait effectivement quelque chose ici, un enfant resté accroché à cette maison depuis très longtemps, incapable de comprendre qu'il n'était plus de ce monde, et que ce genre d'attachement pouvait devenir dangereux quand une présence vivante, surtout une présence enfantine, lui offrait de l'attention et de la compagnie. Elle a procédé ce jour-là et le lendemain à ce qu'elle a appelé un accompagnement, un rituel discret que je ne détaillerai pas ici parce qu'elle m'a demandé de ne jamais en parler publiquement par respect pour ce travail qu'elle considérait comme sacré. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les jours qui ont suivi son passage, l'ambiance de la maison a commencé à changer, imperceptiblement d'abord, puis de façon de plus en plus nette. Les courants d'air froid ont disparu du couloir. Léo a cessé de se réveiller la nuit pour errer dans la maison. Et surtout, il a cessé de parler d'Anatole avec cette familiarité quotidienne qu'il avait développée pendant des mois. Un soir, environ 2 semaines après le passage de cette femme, Léo m'a dit, en jouant avec ses petites voitures comme si de rien n'était, qu'Anatole était parti, qu'il avait trouvé le chemin pour rentrer chez lui et qu'il ne reviendrait plus jamais dans la penderie. Il a dit ça sans tristesse particulière, avec le détachement naturel d'un enfant qui passe à autre chose, et j'ai dû me retenir de fondre en larmes de soulagement devant lui pour ne pas l'effrayer avec mes propres émotions. Dans les jours qui ont précédé la venue de cette femme, alors même que j'attendais son passage avec une impatience mêlée d'appréhension, j'ai vécu ce que je considère encore aujourd'hui comme les moments les plus éprouvants de toute cette histoire. Léo devenait plus silencieux, plus renfermé, passant de longs moments assis face à la penderie, sans même chercher à jouer, le regard perdu dans cette obscurité que je redoutais tant. Il refusait de manger certains soirs, prétextant qu'Anatole n'avait pas faim et que ça n'était pas juste qu'il mange lui pendant que son ami restait le ventre vide depuis si longtemps. J'ai dû batailler pour le nourrir correctement pendant cette période, en essayant de transformer chaque repas en jeu, en distraction, pour détourner son attention de cette présence qui semblait grignoter, jour après jour, un peu plus de son insouciance naturelle. J'ai aussi remarqué, avec une inquiétude grandissante, que les cernes sous ses yeux s'accentuaient, que sa fatigue devenait visible même en pleine journée, alors qu'il dormait pourtant en apparence ses nuits complètes. La maîtresse de son école m'a convoqué un après-midi pour me faire part de son inquiétude, me disant que Léo semblait ailleurs en classe, qu'il gribouillait sur ses cahiers des silhouettes semblables à celles qu'il dessinait à la maison et qu'il avait dit à un camarade en pleine récréation que bientôt il n'aurait plus besoin de venir à l'école parce qu'il allait rester à la maison pour toujours avec son ami. Cette phrase, rapportée par une enseignante qui n'avait aucune idée du contexte, m'a transpercée d'une peur si intense que j'ai dû m'excuser et sortir un instant du bureau pour reprendre mon souffle dans le couloir de l'école, appuyé contre le mur, essayant de ne pas céder à la panique devant les autres parents qui patientaient là. C'est cette phrase, précisément, qui m'a poussée à appeler ma mère ce soir-là sans attendre davantage, sans chercher une seule minute de plus à me convaincre que tout cela finirait par se résoudre tout seul. Je n'avais plus le luxe de doute. Il fallait agir, et vite, avant que ce lien invisible entre mon fils et cette présence ancienne ne devienne plus fort que le lien qui nous unissait, lui et moi. Aujourd'hui, Léo a 7 ans, il ne se souvient presque plus d'Anatole, ou en tout cas il n'en parle plus jamais spontanément. Quand je lui pose la question, prudemment, il me regarde avec une incompréhension totale, comme si cette période de sa vie avait été effacée ou simplement rangée dans un tiroir de sa mémoire d'enfant qu'il ne rouvre jamais. Nous vivons toujours dans cette maison. Nous avons refait la chambre de Léo entièrement, changé la penderie, repeint les murs dans des couleurs claires et chaleureuses. Il n'y a plus de courant d'air froid. Il n'y a plus de petits pas dans le couloir la nuit, mais je ne peux pas dire que j'ai complètement oublié. Il m'arrive encore, certains soirs d'hiver particulièrement silencieux, de m'arrêter devant la porte de sa chambre, l'oreille tendue, à guetter un bruit que j'espère ne jamais réentendre.
Et je me demande parfois, avec un frisson que je n'arrive jamais totalement à chasser, ce que sont devenus tous les autres enfants qui ont grandi dans cette maison avant nous, et combien d'entre eux, eux aussi, ont eu un jour un ami imaginaire qui en savait beaucoup trop. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne À la lueur de la bougie pour ne manquer aucun de nos prochains témoignages. Je vous donne rendez-vous demain soir, à la même heure, toujours à la lueur de la bougie.